Dans une cellule, les protéines jouent un rôle essentiel pour les fonctions de la vie. Cependant, elles peuvent être endommagées par des facteurs comme le stress, les rayons ultraviolets ou des erreurs pendant leur production. Pour garder la cellule en bonne santé, il existe deux principaux systèmes, la réparation et la dégradation des protéines. La réparation. Certaines protéines endommagées peuvent être réparées. Il existe des sortes de chaperons moléculaires qui sont des protéines spéciales. Elles aident les protéines endommagées à retrouver leur forme normale, car une protéine doit avoir une structure précise dans l'espace pour bien fonctionner. La dégradation des protéines. Si une protéine est trop endommagée pour être réparée, la cellule utilise un autre mécanisme. Elle envoie ces protéines abîmées vers des sortes d'usines de recyclage appelées protéasomes. Les protéines sont décomposées en petits morceaux appelés acides aminés. Et ces acides aminés peuvent être ensuite utilisés pour fabriquer de nouvelles protéines. Grâce à ce système de réparation et de dégradation, la cellule s'assure que seules des protéines fonctionnelles sont présentes, ce qui lui permet donc de bien fonctionner et d'éviter ainsi l'accumulation de protéines défectueuses, protéines qui pourraient être toxiques. Le système mTOR, qui signifie Mammalian Target of Rapamycin, est une voie de signalisation clé dans les cellules qui régule la croissance, la prolifération et le métabolisme. En termes simples, il agit comme un capteur, une sorte de capteur des conditions de la cellule pour décider si elle doit croître ou non. Bon, voilà comment ça fonctionne de manière simplifiée. mTOR surveille les ressources. Le système mTOR est activé lorsque la cellule dispose de suffisamment de nutriments, comme les acides aminés, d'énergie comme l'ATP et de facteurs de croissance. Cela signifie que lorsque la cellule a tout ce dont elle a besoin, mTOR dit à la cellule qu'elle peut grandir, fabriquer des protéines et se diviser. L'activation de la synthèse des protéines. Une fois activée, mTOR stimule la production de nouvelles protéines en activant d'autres molécules dans la cellule. Cela permet la croissance cellulaire et la réparation des tissus, ce qui est particulièrement important lors de la récupération après un exercice physique ou un stress par exemple. Inhibition de l'autophagie. L'autophagie est un processus par lequel la cellule nettoie ses composants endommagés pour les recycler. Lorsque mTOR est actif, quand les ressources sont abondantes, il inhibe ce processus, car la cellule préfère utiliser les nutriments disponibles pour croître. Maintenant, mTOR peut être en mode économie. Si les ressources sont limitées, par exemple en cas de jeûne ou de manque d'énergie, mTOR se désactive. Cela stoppe alors la croissance cellulaire et active les mécanismes comme l'autophagie pour recycler les éléments internes et aider la cellule à survivre en période de privation. Donc en résumé, on peut dire que mTOR c'est comme un chef d'orchestre qui détermine si une cellule doit croître ou au contraire économiser ses ressources en fonction de l'état des nutriments et de l'énergie disponible. C'est un système central dans la régulation du métabolisme cellulaire et il joue un rôle important dans des processus comme la croissance moléculaire, le vieillissement et certaines maladies comme le cancer. Le microbiome intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, virus, champignons, qui vivent dans notre intestin. Ces milliards de micro-organismes jouent un rôle crucial dans notre santé globale, y compris pour la digestion, l'immunité et même la santé mentale. Comment est-ce que ce microbiome intestinal fonctionne? On a d'abord la digestion. Les bonnes bactéries dans l'intestin aident à décomposer les aliments et à extraire les nutriments essentiels, comme les vitamines et les fibres que notre corps utilise pour se maintenir en bonne santé. La protection maintenant. Le microbiome agit comme une barrière contre les mauvaises bactéries et les infections. Il renforce le système immunitaire en le formant à répondre aux menaces sans attaquer le corps. L'inflammation. Il aide à contrôler l'inflammation dans le corps, ce qui est essentiel pour éviter les maladies chroniques. Parlons du microbiome et du vieillissement. Un microbiome intestinal sain peut contribuer à ralentir le vieillissement de plusieurs façons. Premièrement, par la réduction de l'inflammation. Un excès d'inflammation dans le corps est un facteur clé du vieillissement et des maladies liées à l'âge. Un microbiome équilibré aide à réduire cette inflammation chronique, donc ce qui peut bien sûr ralentir les effets du vieillissement. L'amélioration du métabolisme. Un microbiome sain aide à mieux digérer et utiliser les nutriments, ce qui peut prévenir les maladies métaboliques comme le diabète
de type 2 et l'obésité, qui sont souvent associés au vieillissement. Le renforcement du système immunitaire, car en vieillissant ce système devient moins efficace. Un bon équilibre des bactéries intestinales peut aider à maintenir un système immunitaire fort et capable de combattre les infections. Protection contre les maladies, et oui, un microbiome diversifié et en bonne santé peut prévenir certaines maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, bien sûr, le Parkinson aussi, en réduisant l'inflammation cérébrale et en produisant des composés bénéfiques pour le cerveau. Alors, comment maintenir un microbiome sain pour freiner le vieillissement? Bien sûr, une alimentation riche en fibres, en légumes, en fruits, en céréales et en légumineuses, ce qui nourrit les bonnes bactéries dans l'intestin. Probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques, donc qui sont des bactéries bénéfiques qu'on trouve dans le yaourt, le kéfir, la choucroute, et les probiotiques, fibres qui nourrissent ces bactéries qu'on trouve dans l'ail, l'oignon, les asperges, etc., sont importants pour entretenir un bon microbiome. Évitez bien sûr les excès d'antibiotiques qui tuent non seulement les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Il est donc important de ne pas en abuser pour préserver l'équilibre du microbiome. L'activité physique, bien sûr, faire de l'exercice régulièrement, agit sur ce microbiome et l'aide à se maintenir en bonne santé. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est un système de communication entre les trois glandes dans le corps qui gère la réponse au stress et influence par là le vieillissement. Ces trois glandes sont l'hypothalamus qui se trouve dans le cerveau, l'hypophyse ou glande pituitaire aussi dans le cerveau et les glandes surrénales qui se trouvent au-dessus des reins. Quand vous êtes stressé, que ce soit physiquement ou mentalement, ce système s'active. L'hypothalamus envoie des signaux à l'hypophyse qui stimulent les glandes surrénales à produire des hormones de stress comme le cortisol. Ce cortisol aide le corps à faire face aux situations de stress. Bon, ça c'est dans les conditions normales. Cependant, si cet axe est constamment activé, par exemple en cas de stress chronique, le niveau de cortisol reste élevé, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé comme accélérer le vieillissement en endommageant certaines cellules, favoriser la prise de poids, surtout au niveau abdominal, provoquer des troubles du sommeil, affaiblir le système immunitaire. Et donc, pour combattre ce vieillissement lié à cet axe, voici quelques stratégies à suivre. Réduction du stress, évidemment, limiter le stress chronique, utiliser si besoin des techniques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga et les activités relaxantes comme la marche ou la lecture. Les activités physiques, l'exercice régulier aide à réduire les niveaux de cortisol, à condition de ne pas le faire de façon trop intense non plus, parce que l'exercice trop intense peut au contraire augmenter le cortisol. Le sommeil de qualité, un sommeil réparateur est essentiel pour réguler l'axe. Dormir suffisamment et à des heures régulières permet de réduire le stress et de mieux gérer les niveaux de cortisol. Une alimentation équilibrée, riche en antioxydants comme toujours, fruits et légumes, acides oméga 3 et en aliments anti-inflammatoires comme le curcuma et le gingembre aide à réduire l'inflammation et le stress oxydatif qui sont liés au vieillissement. Il est aussi important de maintenir des niveaux stables de glucose dans le sang car un taux de sucre trop élevé peut stimuler cet axe. Limiter les excitants, bien sûr, le café, l'alcool et d'autres stimulants peuvent augmenter le cortisol. Donc, il faut réduire leur consommation autant que possible. Socialisation et soutien émotionnel, avoir des relations sociales positives, un soutien affectif et passer du temps avec ses proches aide à diminuer les niveaux de stress et donc de cortisol. La santé cognitive, qui correspond à la capacité du cerveau à fonctionner correctement, mémoire, concentration, apprentissage, etc., est influencée par plusieurs mécanismes biologiques dans le cerveau. Trois d'entre eux sont particulièrement importants. La neurogénèse, la plasticité synaptique et l'élimination des protéines toxiques. Voici comment ils fonctionnent de manière simplifiée. Premièrement, la neurogénèse, qui est la naissance de nouveaux neurones. La neurogénèse est le processus par lequel le cerveau produit de nouveaux neurones. Tout au long de la vie, surtout dans une région appelée l'hippocampe, qui est liée à la mémoire et à l'apprentissage. Ce processus est essentiel pour maintenir une bonne santé cognitive. Avec l'âge, la neurogénèse ralentit,
Mais des activités comme l'exercice physique régulier, une bonne alimentation et l'apprentissage de nouvelles choses peuvent stimuler la production de nouveaux neurones. Pour favoriser la neurogénèse, donc faire de l'exercice comme toujours, avoir une bonne alimentation, apprendre de nouvelles compétences comme des langues ou faire des exercices mathématiques favorisent la neurogénèse. Alimentation saine comme toujours. Parlons maintenant de la plasticité synaptique. C'est la capacité du cerveau à modifier la force des connexions entre ces neurones appelées synapses. C'est très important pour l'apprentissage, la mémoire et l'adaptation à de nouvelles situations. Par exemple, lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, les synapses entre les neurones changent, se renforcent et créent de nouvelles connexions. Donc ça permet au cerveau de s'adapter et de stocker des informations. Bien sûr, ce mécanisme, comme toujours, devient moins efficace avec l'âge, mais peut être soutenu par l'exercice intellectuel et physique, ainsi que par la stimulation sociale. Résoudre des casse-têtes, lire ou jouer à des jeux de réflexion stimule cette plasticité. On parle maintenant de l'élimination des protéines toxiques. Au fil du temps, les protéines défectueuses ou toxiques peuvent s'accumuler dans le cerveau, comme les protéines bêta-amyloïdes liées à la maladie d'Alzheimer. Ces protéines perturbent le bon fonctionnement des neurones et peuvent causer des maladies neurodégénératives. Heureusement, le cerveau possède des mécanismes pour éliminer ces protéines toxiques. Le système lymphatique, par exemple, fonctionne surtout pendant le sommeil pour nettoyer le cerveau des déchets, y compris ces protéines nocives. Comme toujours avec l'âge, ce processus d'élimination devient moins efficace, mais on peut toujours l'améliorer en adoptant un mode de vie sain. Donc dormir suffisamment notamment. Un bon sommeil est très important pour permettre au cerveau de se débarrasser des protéines toxiques. L'hydratation, boire suffisamment d'eau aide le système lymphatique à fonctionner correctement. Une petite précision, la glie, ce sont les cellules qui entourent les neurones. C'est pour ça qu'on parle du système lymphatique. Ce n'est pas le système lymphatique, c'est pas la même chose. Donc limiter les toxines aussi aide à réduire la consommation d'alcool et d'aliments ultra transformés, diminuer la production de protéines toxiques dans le cerveau. L'élasticité vasculaire désigne la capacité des vaisseaux sanguins, comme les artères, à se dilater et à se contracter en fonction du flux sanguin. Lorsque les vaisseaux sont élastiques, ils peuvent s'adapter au changement de pression. Ça aide donc à maintenir une bonne circulation sanguine et à protéger le cœur. Avec l'âge, cette élasticité peut diminuer et donc augmenter ainsi les risques de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension. Quels sont les facteurs qui influencent l'élasticité vasculaire ? Plusieurs éléments influencent cette élasticité des vaisseaux sanguins et certains peuvent la réduire, notamment l'âge bien sûr, comme toujours. En vieillissant, les parois des vaisseaux sanguins deviennent plus rigides car les fibres élastiques dans les artères se dégradent et sont remplacées par du collagène qui est moins souple. L'alimentation. Une alimentation qui contient beaucoup de graisses saturées, du sel, du sucre peut provoquer une accumulation de plaques dans les artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, réduisant leur élasticité. En revanche, une alimentation riche en antioxydants, fruits, légumes et en acides gras oméga 3 favorise une bonne santé vasculaire. L'hypertension, une pression artérielle constamment élevée, use les parois des vaisseaux sanguins en diminuant leur élasticité sur le long terme. Le tabagisme, évidemment, fumer endommage les cellules des parois des vaisseaux sanguins et provoque un durcissement des artères. Le manque d'activité physique, un mode de vie sédentaire réduit l'élasticité vasculaire, tandis que l'exercice régulier aide à maintenir la souplesse des vaisseaux. Quels sont les mécanismes de régulation de l'élasticité vasculaire ? Heureusement, le corps possède des mécanismes qui régulent et entretiennent l'élasticité des vaisseaux sanguins. Voici les principaux. La production d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule produite par les cellules des vaisseaux sanguins. Il permet la dilatation des vaisseaux, aidant ainsi à maintenir leur élasticité. Lorsque la production de ce produit est réduite, par exemple à cause du vieillissement ou du tabagisme, les vaisseaux deviennent plus rigides. L'exercice physique et une alimentation riche en nitrates, comme les betteraves, stimulent la production d'oxyde nitrique. La régulation par les systèmes hormonaux.
Le système rénine-angiotensine-aldostérone est un système qui aide à réguler la pression artérielle et l'élasticité des vaisseaux. Si ce système devient déséquilibré, les vaisseaux peuvent se rétrécir et devenir beaucoup moins élastiques. Les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles comme les œstrogènes, à la fois chez la femme mais aussi chez l'homme, jouent un rôle dans le maintien de l'élasticité vasculaire. C'est pourquoi, après la ménopause, les femmes peuvent voir leur risque cardiovasculaire augmenter. Parlons maintenant de la réparation des vaisseaux. Les vaisseaux sanguins ont la capacité de se réparer en cas de dommage, grâce à des cellules spéciales appelées cellules endothéliales. Ces cellules forment une barrière protectrice à l'intérieur des vaisseaux et produisent des molécules, comme l'acide nitrique, qui favorisent leur élasticité. Comme toujours, ça devient moins efficace avec l'âge, ou en cas de maladie chronique comme le diabète. La glycation est un processus pas très connu qui se produit dans le corps lorsqu'une molécule de sucre, comme le glucose, se fixe à une protéine ou à une molécule de graisse sans l'aide d'enzymes. Ça peut sembler anodin, mais ce processus non contrôlé peut entraîner des problèmes de santé, surtout à long terme. Voici comment fonctionne en résumé la glycation. Premièrement, fixation des sucres. Lorsque vous mangez trop de sucre, que vous avez trop de sucre dans le sang, par exemple en cas de diabète ou de consommation excessive, ces molécules peuvent se lier spontanément à des protéines ou à des graisses dans le corps. Deuxièmement, formation de produits finaux de glycation. Ces protéines et graisses modifiées par le sucre forment des produits de glycation avancés, qu'on appelle AGE comme Advanced Glycation End Products. Ces AGE s'accumulent dans le corps et peuvent endommager les cellules et les tissus. Avec le temps, ces corps rendent les protéines du corps plus rigides et moins fonctionnelles. Cela peut affecter l'élasticité des vaisseaux sanguins dont on vient de parler, endommager la peau, provoquant le vieillissement cutané, et perturber les fonctions des organes. Les AGE jouent aussi un rôle dans le développement de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et même certaines formes de démence. Régulation de la glycation. Heureusement, il est possible de limiter la formation des AGE et de ralentir leurs effets négatifs grâce, bien sûr, comme toujours, à certaines bonnes habitudes de vie et notamment réduire l'apport en sucre, que ce soit dans les boissons sucrées ou dans les aliments solides. Et surtout, attention, évitez la cuisson à haute température, car ces AGE se forment aussi lorsque des aliments sont cuits à très haute température, comme lors des grillades ou des fritures. Donc, vaut mieux préférer les méthodes de cuisson douce, même si c'est pas toujours aussi bon, comme la cuisson à la vapeur ou à l'eau. Consommer des antioxydants, comme toujours, qui aident à neutraliser les effets néfastes des AGE dans le corps. Ces antioxydants agissent comme un bouclier protecteur contre les dommages oxydatifs causés par ces produits. Il y a l'exercice physique, bien sûr, qui aide à réguler les niveaux de glucose dans le sang, ce qui réduit la formation de la glycation. Limiter les produits transformés, les aliments ultra transformés du commerce, comme les plats tout prêts, les fast-foods, contiennent souvent des niveaux élevés d'AGE. Donc il vaut mieux manger le plus possible des aliments frais et non transformés. Les cellules souches sont des cellules spéciales qui ont la capacité de se transformer en différents types de cellules dans le corps. Elles sont essentielles pour la croissance, la réparation et le renouvellement des tissus. Voici une explication assez simple sur les cellules souches, leur type, leur rôle dans la réparation des tissus et comment les stimuler naturellement chez les adultes. Les types de cellules souches. On a d'abord les cellules souches embryonnaires qui sont présentes dans les tout premiers stades du développement, dans l'embryon. Elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules du corps, muscles, os, peau, etc. Leur potentiel est donc très large. Les cellules souches chez les adultes, maintenant. Ce qui nous intéresse, ce sont des cellules souches présentes dans les tissus de l'adulte, comme la moelle osseuse, le cerveau, la peau. Leur rôle principal est de réparer et régénérer les tissus où elles se trouvent. Contrairement aux cellules embryonnaires, les cellules souches adultes sont plus spécialisées et ne peuvent devenir que certains types de cellules. Par exemple, les cellules souches du sang produisent seulement des cellules sanguines. La réparation spontanée des tissus endommagés par les cellules souches chez l'adulte. Les cellules souches adultes jouent un rôle clé dans la réparation des tissus endommagés.
Quand un tissu est endommagé par une blessure ou un stress, les cellules souches dans cette zone sont activées. Elles se multiplient et se transforment en cellules spécialisées du tissu abîmé, comme des cellules musculaires, des cellules de la peau ou des cellules nerveuses, pour aider à réparer les dégâts. Par exemple, si vous coupez la peau, bien sûr les cellules souches présentes dans la peau aident à former de nouvelles cellules pour refermer la plaie. De même, après un effort intense, les cellules souches musculaires sont activées pour réparer les fibres musculaires endommagées. Comment stimuler naturellement les cellules souches chez l'adulte? Bien même si le nombre et l'efficacité des cellules souches diminuent avec l'âge, il existe des moyens naturels pour encourager leur activité et améliorer la régénération des tissus. C'est bien sûr l'exercice physique, en particulier en aérobic, et les activités de renforcement musculaire, qui stimulent les cellules souches dans les muscles et le cerveau. Cela aide à réparer les muscles et à favoriser la plasticité cérébrale. Le jeûne intermittent. Des études montrent que des périodes de jeûne contrôlées peuvent activer les cellules souches, surtout celles impliquées dans la régénération intestinale et la réparation des tissus. Le jeûne incite le corps à utiliser les vieilles cellules et en créer de nouvelles à partir des cellules souches. Une alimentation saine. Certains aliments aident à protéger et à stimuler les cellules souches. Les antioxydants, les acides gras oméga 3 et les aliments riches en polyphénols comme le thé vert, le chocolat noir favorisent l'activité des cellules souches et protègent les tissus contre les dommages. Dormir suffisamment, bien entendu. Il est très important d'avoir un sommeil de qualité afin d'aider le corps à activer des processus de réparation, donc y compris cette activation des cellules souches. Réduction du stress, bien sûr. Je ne vais pas toujours répéter la même chose, mais enfin, c'est toujours une bonne hygiène de vie qui va agir sur ces mécanismes qui aident à ralentir le vieillissement.